70, le deuxième était le... Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Marc Fauvel. Vous participez comme tous les candidats et leur soutien au matin présidentiel de France Info. Merci d'être avec nous. C'est votre troisième candidature à l'Élysée. On va commencer, si vous voulez bien, en parlant de votre programme en matière de pouvoir d'achat sur les carburants, par exemple, qui est l'un des grands thèmes de l'actualité. Vous proposez de plafonner le prix à 1,70 € le litre. D'abord, pour combien de temps et combien ça coûte? Alors, deux choses. J'ai une mesure structurelle que j'ai toujours défendue, même en 2017, qui est la suppression de la TVA sur la taxe. Parce que c'est une anomalie. On ne taxe pas une taxe. Ça représenterait 15 centimes par litre, ça représenterait 7 milliards d'euros. Et ça a toujours été dans mon programme. C'est structurel. Mais, compte tenu de l'urgence et de la situation, de l'explosion des prix, je veux plafonner provisoirement le temps de la crise à 1,70 € pour éviter qu'on arrive à des situations dramatiques. J'avais un militant, je ne sais pas d'où ça vient, qui m'a envoyé un SMS hier soir pour vous dire, il me disait, je l'ai à l'instant, le gazole était à 2,13 où il était, et en Espagne, il était à 1,87 €. Donc vous voyez déjà la différence. Donc ça veut dire quoi, plafonner à 1,70 €? C'est que c'est une mesure exceptionnelle, provisoire. Qui coûte combien? Alors, ça dépend du prix du marché. Ouais, qui aujourd'hui, dans l'hypothèse aujourd'hui d'un litre à 2,10 €, comme il est 10 milliards au moins. Ouais. 10 milliards au moins. Mais ça dépend parce que on peut agir sur deux choses. Et je le finance comment? Oui, alors on va parler du financement de votre programme, mais ça vous le faites pour tous les automobilistes, tous les automobilistes, pour partir au week-end, pour aller travailler. Vous assumez le côté aveugle de la mesure. Oui, totalement. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas simplement les particuliers, ce sont aussi les PME, ce sont ceux qui travaillent avec leur voiture. Ceux-là ont déjà des abattements, une indemnité kilométrique. Très compliqué, vous le savez très bien. Qui a été augmentée. Oui, mais c'est une usine à gaz. Et c'est tellement une usine à gaz qu'ils ne peuvent pas en profiter. Donc, de grâce, une mesure immédiate en s'attaquant entre nous au super profit des pétroliers qui gagnent un argent fou avec la hausse du prix. S'attaquer, ça veut dire les taxer? Bien sûr. Et deuxièmement, en s'attaquant aussi aux augmentations de marge qui ont été considérables et en s'attaquant, n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a augmenté la taxe pour le gazole de 19 centimes. C'était dans son programme, il y a 5 ans. Mais alignement gazole sans plomb. Enfin, il a fait ce qu'il avait promis. Mais tout à fait. Ce point. Mais en attendant, c'est les automobilistes qui payent. Donc, ce que je dis, c'est que si le prix de l'essence est plus élevé, par exemple en France comme en Espagne, c'est bien parce qu'il y a des raisons. Taxe trop élevée, TVA sur la taxe, et entre nous, une enquête de BFM a montré qu'il y avait 15 centimes de plus en coût de raffinage, organisation des pétroliers. Donc il y a du ménage à faire. Et j'estime qu'à un moment, l'État, en pleine période de crise, doit faire le ménage, c'est-à-dire revenir à des prix dirigés. Sur les pétroliers, précisément, ce serait une taxe exceptionnelle quand les prix augmentent ou ce serait une taxe générale? Non, là, je vous parle d'une mesure exceptionnelle, temporaire, pour alléger la peine des Français qui, aujourd'hui, ne peuvent plus remplir leur réservoir pour aller travailler. Et vous savez de combien vital. Vous souhaitez taxer? Non, parce qu'il faudra voir avec les profits qu'ils ont, étudier. Un candidat à la présidence, c'est pas un singe savant. Je n'ai pas tous les éléments précis. Ce que je sais, d'après tous les observateurs, c'est que les profits des grandes compagnies pétrolières ont explosé avec la hausse des prix. C'est mécanique, puisque leurs profits sont proportionnels. Et je pense que dans une période de crise, quand les Français souffrent, le rôle de l'État, c'est la solidarité entre les uns et les autres. Je rétablis aussi pour financer ça, il faut quand même le dire, un impôt sur les très grandes fortunes financières, au-dessus de 10 millions d'euros, et sur les profits. Alors, et sur les profits des GAFAM. Attendez un instant, je finis juste. Oui, mais on va essayer de les détailler un tout petit peu si vous le permettez. Voilà. Vous dites effectivement, je crée un impôt sur les très grandes fortunes, sur les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. 10 millions et les très mais dans grandes le même entreprises qui se sont gavées d'argent pendant la crise du Covid, notamment les GAFAM. Et j'estime là aussi que s'il y a des gens qui vont travailler pour ces entreprises, c'est parce qu'il faut qu'elles puissent aller travailler. Donc, à un moment, on ne peut pas accumuler des profits gigantesques. Alors justement, et appauvrir les Français tout le temps. Un impôt sur les gros patrimoines de plus de 10 millions, les très gros, plus de 10 millions d'euros. Mais dans le même temps, si on a bien lu votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, vous dites « Je fais 0 droit de succession ». Sur la résidence principale. Il suffira qu'un milliardaire achète un château, le lègue, il ne paiera pas d'impôt. La résidence principale, quel que soit le montant. Alors il peut y avoir un plafond, ça sera discuté. Il n'y en a pas dans votre programme. Non, parce que j'estime que la résidence principale, c'est-à-dire quand les Français font l'effort d'acheter un pavillon, une maison, toute leur vie, ils sont taxés sur leur travail, ils font une épargne pour
je veux qu'on puisse se transmettre à ses enfants. Mais il y a une Et j'ai eu différence des entre exemples. l'épargne, comme vous le dites, et par exemple en faire un bien de défiscalisation. Mais qu'importe, la résidence principale. Oui. La résidence principale sera exonérée de tout droit de succession. Quel que soit le montant. Et donc. quel que soit le montant, on peut après plafonner, bien sûr, pour pas qu'il y ait des abus de milliardaires qui On précise achètent un quand même château. que Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. l'objet. On peut, sur les droits de succession, pardon, on précise qu'aujourd'hui, dans un mariage, le conjoint est décédé, l'autre conjoint hérite son droit de succession de sa part sur la résidence Oui, mais principale. c'est très compliqué. Et il y a un abattement aussi pour les enfants. C'est très compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Donc j'ai pour les beaucoup petits d'exemples patrimoines, dans ma c'est ville. déjà possible. J'ai eu beaucoup d'exemples. Pourquoi je suis arrivé à cette mesure? J'étais maire 22 ans. Le nombre de personnes qui sont venues me voir avec des problèmes de succession, avec les enfants, des disputes familiales, des problèmes, la volonté de rester d'un enfant dans le lieu. Je veux que tous les Français Donc c'est une mesure de simplification. qui économisent toute leur vie pour avoir leur chez-soi, c'est quand même, eh bien, puissent se transmettre à leurs enfants. C'est une mesure simple, parce que vous savez, l'administration adore les mesures compliquées. Alors, plus on avance dans le temps, dans notre pays, plus tout est compliqué. Avec des règles, et puis il y a des experts pour les règles, et puis il y a des avocats fiscalistes, et puis il y a souci. Moi, je veux tout simplifier. Abattement général sur la résidence principale. Voilà. On va parler des mesures d'économie que vous préconisez, Oui. Nicolas Dupont-Aignan. Il y en a plusieurs dans votre Oui, programme. mais il y a d'autres mesures pour le pouvoir d'achat. Alors, que on n'aura l'essence. pas le temps de faire. Alors, on n'aura Non, pas mais le je veux temps quand de même tout le faire, dire. pardon. L'indexation des pensions de allez-y. retraite sur l'inflation. Non, mais juste deux points. Indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Et deuxième point, 13e mois pour tous, jusqu'à 3 SMIC, 8%, 13e mois, 8% d'augmentation des salaires, pas par l'entreprise, qui n'aura pas les moyens, par la baisse des charges salariales. Ça, c'est fondamental. Sur ce point-là, c'est mon triptyque. alors, je vais vous Plafonnement des prix de je vais vous l'essence faire préciser et sur des les 100 salaires. premiers produits de nécessité aussi. Et hein. je vais vous faire préciser quand même sur les salaires. Effectivement, indexer aussi les salaires sur l'inflation Non, augmentée. les pensions de retraite. Mais vous dites aussi les salaires. Les salaires, c'est dans le votre salaires, programme. oui. Et Il vous faut dites, revenir à j'augmente- l'indexation des salaires. Et vous dites, j'augmente ceux des salariés et des indépendants de 8%. Pour Oui. qu'on comprenne bien, il y a la première augmentation qui est celle indexée sur l'inflation. Mais ça, Et vous rajoutez à cela 8% mais attendez, d'augmentation. l'indexation sur l'inflation, notamment pour les retraités, c'est dans la loi. Non, Là, pour les c'est pour le salariés. salaire, là. Oui, non, là, c'est pour les mais salariés. enfin, quand on a 5% d'inflation par an, on va y Ça, arriver. c'est automatique. Et vous Mais rajoutez il faut- 8%. Oui, D'accord. bien évidemment. C'était pas- Mais c'était pas les clair dans salaires votre en France sont très faibles. Et la différence entre le brut et le net, et je le dis aux chefs d'entreprise qui m'écoutent, je ne vais pas augmenter le brut, parce que les entreprises ne pourraient pas payer. En revanche, est-ce que vous trouvez normal qu'entre le brut qui est payé par un chef d'entreprise et le net, il y a 23% pris sur la feuille de paye pour l'État? C'était 8% en 1967. On est passé entre 1967 et 2020, en 50 ans, de 8% entre le brut et le net à 23%. Je dis stop, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un malaise en France. Parce que le salarié dit « je suis mal payé » et le patron dit « mais je donne une grosse somme ». Et pourquoi il y a une différence de 23% avant les impôts? Il faut mettre fin à ça. Sinon, il n'y aura pas de motivation au travail. Et moi, je veux récompenser le travail. Tout mon programme, c'est la récompense du travail. Vous préconisez 20 milliards d'euros d'économie uniquement en faisant la chasse aux fraudes à la carte vitale. Le problème, Nicolas Dupont-Aignan, c'est que ce chiffre, il correspond à rien aujourd'hui, c'est 20 milliards. Et oui. Alors ça, c'est très intéressant. On me répète ça partout. Bah, peut-être parce que c'est vrai. Eh ben non, parce que j'ai amené, parce que j'en ai assez. Alors, allez-y. J'ai amené les rapports sur lesquels je me suis fondé. Ouais, lequel? Là, j'ai devant moi le rapport du Sénat, Grand-Jean Goulet. Quelle année? Il est là. Rapport du Sénat, des parlementaires, 2019, Commission des finances. 1 922 371 cartes en surnombre. Alors, Attendez, c'est là où la il faut suite. rentrer dans le détail de ce Non, que mais vous on va dites, y parce que c'est rentrer. très important. Il y a Et 1 900 000 cartes en surnombre, ce sont des chiffres des années précédentes, mais des cartes Non, en non, surnombre, Nicolas Dupont-Aignan, ça ne veut pas dire des Non, non, fraudes. mais Vous savez le que par rapport- exemple, quand vous êtes Mais bien étudiant sûr, et mais que vous, attendez, non, mais vous là, devenez là, travailleur, vous avez on pendant a un moment deux enlevé- cartes. Attendez. C'est le rapport du Sénat, vous Ouais. le lisez, il y a 5 521 000 cartes en surnombre, et à la fin, 1,9 million qui sont des fausses cartes. Et c'est le rapport du Sénat. Mais attendez, on me dit que c'est pas vrai. C'est le rapport du Sénat, 2 parlementaires centristes, pas du tout Dupont-Aignan. Ensuite, l'année d'après, rebelote, rapport de l'Assemblée nationale, Hetzel, je l'ai amené. Ouais. Même chose, 25 milliards. Ensuite, vous avez l'inspection des finances, je l'ai amené. Rapport Inspection qui a des 10 ans. finances. C'est un rapport de 2009 avant la sécurisation de la carte vitale. Mais 2020. Ouais. Donc, ce qui est extraordinaire dans ce sujet, c'est que depuis 20 ans, les Français sont volés par une fraude. Que la caisse primaire d'assurance maladie a fait même un faux témoignage. Un faux témoignage. C'est-à-dire que quand- devant la commission, elle a dit oui, il y a beaucoup de cartes vitales, et après elle a fait passer un communiqué de presse en disant non, je ne l'ai pas dit. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, l'argent des cotisations des Français est volé, pillé. Ça représente une somme colossale.
Certains disent même 50. Moi, j'ai jamais dit 50 milliards. Je l'ai évalué Dernier à rapport 20 de la milliards. Cour des comptes, qui est une Cour des institution comptes, fiable. Nicolas. Inspection des finances. Rapport je l'ai de là. 2019 de la Cour des comptes, 120 millions d'euros de fraude à la carte non, vitale. C'est complètement fou. Rapport de la commission d'enquête. Alors, ça veut dire que les 150 parlementaires, millions. le Sénat, l'Assemblée nationale, l'inspection des finances disent n'importe quoi. Il y a tout le moins peut-être débat sur le chiffrage. Mais il y a débat, c'est dans mon livre. Bref, tous les Français savent que leurs cotisations sont pillées. Il suffit d'aller dans un service d'aide sociale de mairie pour comprendre. Si les gens allaient sur le terrain, ils verraient ce qui se passe. Moi, j'en ai assez qu'on sacrifie les personnes âgées en réduisant leurs pensions. J'en ai assez qu'on réduise les prestations, qu'on ferme des lits d'hôpitaux parce qu'on ne fait pas le ménage. Alors, avec moi, oui, on fera le ménage. Et c'est pas la caisse primaire d'assurance maladie qui dit n'importe quoi depuis 20 ans parce qu'elle n'a pas été capable de contrôler, qui contrôlera. Il y aura une organisation pour que l'argent des Français soit pas gaspillé et leur soit rendu. Et ça, c'est une nouvelle fondamentale. Donc, première mesure d'économie, un contrôle plus strict des conditions d'attribution. Plus qu'un contrôle des cartes biométriques. Des cartes biométriques. On nous a cassé les pieds avec des QR codes pour aller prendre un café et on n'est pas capable de contrôler les cartes biométriques. Laissez-nous juste poser des questions parce que sinon ça va être... Si vous le voulez bien, Nicolas Dupont-Aignan, deuxième Merci. poste d'économie, la réduction de la contribution française à l'Europe. Vous récupérez, dites-vous, 8 milliards par an. Et si l'Europe dit non? Mais c'est pas l'Europe de décider. La France est souveraine. Quand Madame Thatcher a dit « I want my money back », elle n'est pas sortie de l'Union européenne, elle a dit « I want my money back ». Elle s'est assise à Fontainebleau, Mais si les 26 autres vous disent non, la France est vous souveraine. arrêterez de verser l'argent. Voilà. Oui. La différence entre moi et les autres, c'est qu'avec moi, la France sera souveraine. C'est-à-dire, je vais vous dire, 10 milliards nets qu'on donne, et ça sera 15 milliards à terme si Macron est réélu. C'est considérable. Sous Jacques Chirac, souvenez-vous de ce chiffre, et Jospin, donc gauche-droite, on donnait combien? 2 milliards. Attendez, 2 milliards, c'était normal qu'on aide nos voisins plus pauvres de 2 milliards par an. 10 milliards aujourd'hui, c'est le budget de l'enseignement supérieur. Et 10 milliards, c'est la réforme des retraites que prévoit Macron à 65 ans, Pécresse à 64 ans, Zemmour à 64 ans. Eh bien moi, je veux pas augmenter le départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite, parce que ça serait une paupérisation de millions de retraités. Et l'argent de l'Union européenne qu'on verse à l'Union européenne, 10 moins 2, je laisse 2 milliards, 8 milliards, je le bascule immédiatement sur les retraités français. Mais et je vous repose ma question parce qu'elle est importante. Si les autres États vous disent non, pas question. Vous quittez l'Europe. Ne paiera plus. La France, si on vous dit non, vous ne pouvez passer dans les traités. La France, est-ce que vous quittez l'Europe? La France est un pays, un grand pays d'Europe. Ouais. Si la France dit je ne paye plus, eh bien ça fera comme l'Angleterre de Mme Thatcher, il y aura une négociation. Et on ne paiera pas. Je ne paye plus des dépenses pour la Turquie. Je ne paye plus des dépenses pour délocaliser nos usines. Oui, mais l'Europe a donné des milliards d'euros à la Turquie. Il continue. Notamment dans le cadre du pacte migratoire, mais c'est une précision pour nos auditeurs. Des milliards à la Turquie, alors qu'elle est justement pas dans l'Union européenne. Pour qu'elle garde les migrants venus de Syrie, vous ne l'auriez pas fait? Non, jamais. Non. Je ne cède pas au chantage. Et je contrôle mes frontières. Et le deuxième point, je ne donne plus d'argent pour des pays qui délocalisent nos usines. Bridgestone dans le Pas-de-Calais, les travailleurs détachés qui viennent sans payer de charges dans notre pays. Mais il y a un moment, excusez-moi, mais les retraités sont dans la misère et on donne de l'argent à une organisation qui enlève nos emplois. Moi, je veux bien que la France soit complètement stupide, mais il y a un moment, ce n'est plus possible. Et au moins, c'est clair. Nicolas Dupont-Aignan, troisième poste d'économie, troisième piste d'économie, dérembourser certains médicaments. Est-ce que c'est bien cela? Vous voulez dérembourser une liste de médicaments? Non, j'ai ce que j'ai dit simplement. C'est dans votre programme. Oui, mais attendez, je sais ce qu'il y a dans mon programme. Ce que j'ai dit, c'est qu'en France, les lobbies pharmaceutiques, et on les connaît, et on l'a vu pendant le Covid, les conflits d'intérêts au sommet, on va parler aussi du... Tiens, on peut récupérer 1 milliard sur les cabinets d'études, j'ai le rapport McKinsey, de vol au sommet de l'État. Petite question, vous allez au pénal ou pas d'ailleurs là-dessus? Qu'ils aillent en justice, a dit Emmanuel Macron, vous comptez porter plainte ou pas? Ah mais écoutez, ce qui est extravagant dans la réaction d'Emmanuel Macron, on revient tout de suite, rassurez-vous, je vais répondre. Ce qui est extravagant dans la réaction d'Emmanuel Macron sur McKinsey, sur le rapport du Sénat, là aussi, c'est des sénateurs et c'est pas de mon bord politique, c'est que il raisonne en pénal, mais moralement, ça le choque pas d'avoir refusé, par exemple, d'augmenter l'allocation adulte handicapé et la déconjugalisation à l'Assemblée nationale où tous les groupes politiques, gauche-droite, étaient d'accord pour le voter pour les handicapés, 800 millions, et le gouvernement, Emmanuel Macron dit 800 millions, c'est trop cher pour les handicapés. Et il donne 1 milliard en 2021 à des cabinets d'études qui, en plus, ont conseillé Pfizer avant. Alors je sais qu'il a fait un deal quand il était chez Rothschild avec Pfizer. Il faudra une enquête. Il y a l'Humanité qui vient de lancer une enquête. Mais ça fait quand même beaucoup
Pour vous, et moralement, c'est mauvaise inacceptable. gestion des deniers publics dans cette affaire. C'est très grave. Nicolas Dupont-Aignan, ou est-ce que ça va au-delà? Vous avez entendu Emmanuel Macron dire si certains de mes adversaires aujourd'hui veulent en faire une affaire juridique, qu'ils aillent devant les tribunaux. Est-ce que vous êtes prêt, vous à dire j'ai les preuves aujourd'hui, il y a quelque chose qui dépasse le cadre juridique, j'attaque? Quand François Fillon se fait offrir un complet, le parquet financier lance une enquête. J'attends que le parquet financier... C'était pas là-dessus, c'était sur sa femme. L'emploi fictif, c'était pas la même chose. Ouais. Disons que j'attends que le parquet financier ouvre une enquête. Sur quel motif? Mais sur le motif, comment se fait-il qu'un président de la République multiplie par 3,7 entre 2018 et 2021 les crédits pour les conseils en stratégie qui représentent la moitié du milliard, 450 millions, ça a été multiplié par 3,7. Et comment se fait-il qu'on retrouve McKinsey à beaucoup d'endroits, alors que c'est un article du Monde, c'est pas moi qui le dis, McKinsey a fait des prestations gratuites pour l'Élysée, que McKinsey l'a aidé dans sa campagne de 2017 et que lui-même était gérant chez Rothschild où il a organisé une négociation entre Pfizer, mais est-ce que vous souhaitez... entre Pfizer et Nestlé, et qu'ensuite c'est McKinsey qui a fait la stratégie vaccinale française et qui en même temps est conseiller de Pfizer. Excusez-moi, si Emmanuel Macron ne comprend pas qu'au-delà même du pénal, il y a un problème moral dans un État à dépenser 1 milliard d'euros pour des cabinets d'études, à les augmenter démesurément, alors qu'on connaît tous ses liens avec ces cabinets, je crois qu'Emmanuel Macron n'est pas apte à diriger l'État. Vous appelez c'est très grave le ce qui s'est parquet passé. national financier à se saisir, juste pour il devrait se saisir. Pour vous, il y a conflit d'intérêts, il y a éventuellement... Sur quel motif? D'accord, vous dites juste faut enquêter. Mais attendez, est-ce que vous trouvez normal, au-delà du pénal, que la stratégie vaccinale de la France soit faite par un cabinet privé qui se substitue aux fonctionnaires impartiaux de l'État et que ce même cabinet conseille Pfizer? Est-ce que vous trouvez normal? Moi, je pense qu'il y a un problème moral. Alors après, vous me posez une question sur les médicaments. Je sais ce qu'on va faire. On va en parler dans une minute. Oui, non, parce qu'on a parlé d'autre chose. J'ai parlé de McKinsey, c'est quand même important. C'est un scandale d'État que les Français doivent connaître parce que on n'en parle pas tellement entre nous. Hein. Vous écoutez pas la radio, vous lisez pas les journaux alors? Moi aussi. Vous venez de citer un article du Monde. Si vous avez écouté France Info ce matin, on en a parlé encore. Mais je vous dis pas je sais parce que tous les opposants aujourd'hui, et on en reçoit quelques-uns à Emmanuel Macron sur ce plateau, à chaque fois qu'on parle de sujet, disons on n'en parle pas, tout en parlant. Écoutez, en tout cas, c'est une piste d'économie. Vous cherchez des économies. Voilà. On arrête les cabinets d'études, on laisse le parquet financier faire son travail, on arrête les cabinets d'études, ça fait 1 milliard et avec ça, j'augmente l'aide aux handicapés qui sont en dessous du seuil de pauvreté, je vous le rappelle. Et ça, c'est du concret. Au moment de l'entre-deux-tours, vous aviez rejoint, on s'en souvient, Marine Le Pen en échange de la promesse d'être nommée à Matignon. Allez-vous faire la même chose dans 10 jours? Écoutez, je suis candidat parce que je pense que les Français ne veulent pas obligatoirement retrouver ce duel. Vous disiez la même chose il y a 5 ans, avant de conclure une alliance avec elle. Mais aujourd'hui, je suis candidat au premier tour, je ne sais absolument pas qui va être au second. Et je pense, mon petit doigt me dit, je peux me tromper, que les Français, en tout cas je leur dis, si vous allez voter, massivement, si les 47 millions d'électeurs vont voter, eh bien je peux vous dire, on peut déjà sortir Emmanuel Macron dès le premier tour, ce qui serait un grand... Dès le premier tour. Dès le premier tour. Je pense qu'arriver à Lionel Jospin peut arriver à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les Français, je les supplie d'aller voter. Ils sont écœurés, on peut en reparler. Partout les gens, hier j'étais à Forbach, les gens sont écœurés. Écœurés de la campagne, écœurés de ce qui se passe. Mais je leur dis, si vous êtes écœurés, et si vous n'allez pas voter, vous allez subir pendant 5 ans. Si vous allez voter, vous pouvez rebattre les cartes. Mais vous n'excluez pas un nouvel accord entre les deux tours, soit avec Marine Le Pen, soit avec Éric Zemmour. Est-ce que vous jouez la finale? Non, mais est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs, Nicolas Dupont-Aignan, votez pour moi, et plus je serai haut, plus j'ai une chance d'être nommé à Matignon? Alors, je ne cherche pas ça. Je peux vous l'assurer, je défends des convictions, sinon je ne serais pas candidat. Je défends des convictions, notamment sur la liberté. On n'a pas parlé de l'affaire sanitaire. Je veux éradiquer tout pass sanitaire vaccinal, réintégrer les soignants exclus. Bref, on va pas revenir là-dessus. Je fais ça pour mes convictions, pour l'idée que je me fais de la France, et je suis convaincu. Conviction, ça n'empêche pas les alliances. Mais les alliances, je vais vous dire ce que j'ai appris en 2010, si on est franc entre nous. Allez-y. C'est que tout ce que vous pouvez dire aux gens, votez pour X ou votez pour Y, les gens votent comme ils veulent. Donc je suis beaucoup plus... C'est-à-dire vous regrettez de l'avoir fait? Non, pas du tout. Quand on voit le bilan de Macron, je pense que j'ai été bien courageux et que j'avais bien raison de dire stop parce que c'était grave. Mais pour autant, je pense que les Français n'ont pas besoin qu'on leur donne des leçons au second tour. Et comme on ne sait pas qui ira au second tour, eh bien je vous dis une chose, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est apporter, et pourquoi pas être au second tour, tout peut arriver, si les 20 millions de Français qui veulent s'abstenir rebattent les cartes,
enfin on peut sortir de ces seconds tours qui, franchement, n'enthousiasment pas les Français. Tout sauf Macron. Mais c'est évident que Macron est un danger public pour la France. C'est-à-dire qu'un second tour, Mélenchon-Macron, vous votez Mélenchon. On verra qui sera au second tour. Est-ce que, dans les matchs de foot, les joueurs des équipes, avant la finale, passent leur vie à se dire « Ah bah alors si on perd, qu'est-ce qu'on fait ?» Moi je fais ça pour gagner. Et je dis à mes électeurs, et je dis aux Français qui m'aiment bien, il y en a un certain nombre, votez, n'écoutez pas les sondages, votez avec votre cœur, votre raison, et déjouez ce vote du second tour qui est une catastrophe pour le pays. Et à vos électeurs, est-ce que vous dites, dans toute hypothèse, si je suis au second tour, eh ben, je gouvernerai avec Marine Le Pen, avec Éric Zemmour, mais sur le fond des convictions. Mais je gouvernerai, bien évidemment, avec tous ceux qui veulent l'indépendance de la France, qui viennent de gauche ou de droite, parce que l'enjeu, c'est le pillage de la France par une oligarchie. Donc sur le fond, une oligarchie qui pille la France, qui appauvrit les Français. Mais c'est très important ce que je vous dis, si je peux me permettre. Jamais on a vu une petite bande au sommet de l'État, une petite bande, à ce point appauvrir la masse des Français et piller les recettes. Et donc je dis, Français, mais réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous avez dit hier au micro de nos confrères d'RTL, cette élection, elle est truquée de A à Z. Oui. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous n'êtes pas candidat, là, vous êtes virtuel, vous n'allez pas... Tout est fait pour faire réélire Emmanuel Macron. Où est la triche? Le système des parrainages, totalement injuste. Vous savez qui l'a mis en place? Je sais, c'est lui, 2016. Non. 2016. Le système des parrainages, c'est quelqu'un dont vous vous référez depuis des années, c'est le général de Gaulle. Et vous savez combien il y en avait à l'époque? Il y en avait 100 anonymes. Ouais. Et c'est De Gaulle dont vous expliquez que vous êtes l'héritier qui a mis en place ce système. Emmanuel Macron, enfin François Hollande plus exactement. François Hollande 2016 rend public les parrainages et rend handicapant. Il y en a déjà 500 qui étaient publics. Non, ils étaient publics après, tirés au sort. Tirés au sort. Pas 500. Pas tous. Il a changé les règles du jeu, mais il n'a pas rendu, quelque chose. Il n'a pas rendu. Mais c'est pas par rapport à moi que je me décide. Qu'est-ce qui est truqué dans cette élection? C'est important ce que vous dites. Complètement inégalitaire. L'équité du temps de parole. L'équité du temps de parole. Avant 2016, c'était 5 semaines d'égalité. Vous vous souvenez? Maintenant, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Donc, c'est vicié. Les moyens financiers, totalement inégalitaires. Les règles n'ont pas changé. Les règles n'ont pas changé. Et puis surtout, le président de la République ne veut pas débattre. Ça n'a pas été le cas non plus des 2 sortants précédents. À la différence près, si je peux vous dire, c'est qu'il y avait des débats organisés. Si M. Macron ne veut pas venir débattre avec ses 11 concurrents, mais qu'au moins les médias français organisent des débats avec ceux qui veulent bien. Ce qui n'est pas le cas. Ça sera quand même la première élection où il n'y aura pas eu de débat. La dernière fois, il y a eu un débat à 11. Ce que je veux vous dire, les Français sentent très bien que tout est fait pour étouffer la campagne, pour... il reste que ces 15 jours. Et encore pendant ces 15 jours, grâce à vous, il y a une vraie émission. Mais dans beaucoup de chaînes, c'est expédié à les 10 minutes. Elle va se poursuivre cette émission, Nicolas Dupont-Aignan, avec les auditeurs et les téléspectateurs, si vous voulez bien, dans 5 minutes. D'un mot, un seul, s'il vous plaît. Oui ou non? Vous nous dites cette élection est truquée de A à Z. Vous reconnaîtrez... Attendez, j'ai pas posé ma question. Vous reconnaîtrez le résultat des urnes le 10 avril à 20h. Ça dépend si les Français vont voter massivement. C'est-à-dire s'il n'y a pas assez de votants, vous direz cette élection n'est pas valable. Mais de fait, vous savez, quand un peuple traîne les pieds, ne reconnaît plus son système politique, ne reconnaît plus son système médiatique, se réfugie dans la colère, je dis que c'est dangereux. Et moi, je suis attaché à la démocratie. Et je demande aux Français d'aller voter, de déjouer le piège de cette élection truquée. C'est à eux de la détruquer, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas très français. C'est à eux de déjouer le piège.